Bonjour à tous. Nous nous retrouvons ici pour une vidéo de séance de correction d'exercice du TD numéro 5, dernier TD de notre chapitre sur les équations différentielles. J'espère que cette vidéo vous sera utile et que les explications que j'essaierai de donner seront claires. Si ce n'est pas le cas, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez surtout pas à utiliser l'espace commentaire sous cette vidéo. Allez, nous démarrons nos exercices avec le premier exercice et le deuxième également, qui concerne des équations différentielles relativement classiques. Donc nous sommes ici sur les équations différentielles du second ordre à coefficient constant et avec second membre. La première équation proposée, y seconde moins 4y égale t plus 1, est effectivement dans cette catégorie-là. Elle est linéaire, bien entendu, et donc nous traiterons uniquement d'équations différentielles linéaires. Nous le résolverons par yh plus yp. La première partie donc consiste à rechercher une solution générale de l'équation homogène, l'équation qui serait y seconde moins 4y égale 0, donc on passe par le polynôme caractéristique qui est ici r carré moins 4, dont il faut connaître les racines. Ici, deux racines réelles, 2 et moins 2. Et donc on sait que dans ce cas de figure, on a une solution YH qui est sous forme a exponentielle de R1x plus b exponentielle de R2x. Ce qui fait ici, puisque la variable effectivement s'appelait t dans cet exercice, a exponentielle de moins 2t plus b exponentielle de 2t. Ensuite vient la recherche d'une solution particulière, notée yp, de l'équation complète. L'équation complète nous montre un second membre qui est un polynôme du premier degré. Donc, on va rechercher yp sous la forme d'un polynôme du premier degré. Je note yp at plus b, et j'ai besoin de sa dérivée seconde pour pouvoir réécrire l'équation différentielle avec cette fonction-là. La dérivée seconde de at plus b est 0. On s'en convaincra assez rapidement. Et donc l'équation différentielle nous dit tout simplement moins 4y égale t plus 1. Autrement dit, moins 4at moins 4b égale t plus 1, égalité dans laquelle on identifie les coefficients. Moins 4a doit être égal à 1, et moins 4b doit être égal à 1 également. Donc a égale b égale moins 1 quart. Finalement, la solution yp est égale à moins 1 quart de t, moins 1 quart, ou moins 1 quart facteur de t plus 1. On a donc pour finir la solution générale de l'équation complète sous la forme yh plus yp qui apparaît sous vos yeux. Voyons la deuxième équation proposée dans l'exercice. Cette fois-ci, nous avons y seconde moins 2y' plus 5y égale x. On recommence évidemment avec l'équation homogène qui conduit au polynôme caractéristique r carré moins 2r plus 5. R carré moins 2r plus 5 a un discriminant strictement négatif. Les racines complexes sont 1 plus 2i et 1 moins 2i. Et donc nous distinguons une partie réelle et une partie imaginaire. Nous choisirons une partie réelle alpha égale 1 donc, et une partie imaginaire bêta égale 2. On a toujours le choix entre 2 et moins 2. On l'a sous les yeux ici. Mais on peut choisir celle qu'on veut. À ce moment-là, la solution générale de l'équation homogène prend la forme de e puissance alpha x, facteur de a cosinus bêta x plus b sinus bêta x. Donc YH apparaît sous cette forme. Pour YP, nous avons une identification à faire à nouveau avec un polynôme du premier degré. YP égale x plus b. Les dérivées première et seconde sont, ici je ne les détaille pas, mais je dis simplement qu'elles sont respectivement petit a et 0. Et donc, on replonge ces dérivées première et seconde et la fonction yp elle-même dans l'équation différentielle de départ, ce qui nous fait obtenir moins 2a plus 5ax plus 5b égale x. À nouveau, on identifie les coefficients entre la gauche et la droite. 5a doit être égal à 1, les coefficients de x, et moins 2a plus 5b doit être égal à 0, les termes constants. On tire assez facilement de ces deux égalités les valeurs de a et b. A doit être égal à 1 cinquième et b 2 25e. Donc yp prend la forme 1 cinquième de x plus 2 25e. La solution générale de l'équation complète, yh plus yp, apparaît donc
tel quel. Dans le troisième exemple, nous avons un cosinus, cette fois-ci dans le second membre. Pour le premier membre, pas de changement, la recherche de YH se fait en passant par le polynôme caractéristique. Celui-là, encore un discriminant strictement négatif, deux racines complexes conjuguées, 1 plus i, 1 moins i. On prendra donc alpha égale à 1, bêta égale à 1. D'où YH, exponentielle de moins x à cosinus x plus b sinus x. Alors vous me pardonnerez l'erreur de signe qui a été commise dans YH, puisque bien entendu, il s'agira de exponentielle de x. Pour YP, on a une identification à une combinaison de cosinus 2x et sinus 2x, à partir du moment où le second membre de l'équation différentielle était composé d'un cosinus de 2x. Voilà, donc on reprend la même forme, mais sous une forme de combinaison cosinus-sinus. À partir de là, il nous faut à nouveau la dérivée première et la dérivée seconde de cette forme. Alors il est assez facile de dériver cosinus 2x. La dérivée donne moins 2 sinus 2x. Quant à la dérivée de sinus 2x, elle est égale à 2 cosinus 2x. Donc on écrit facilement yp à gauche et enfin y'p pardon à gauche et y seconde p à droite. Et on réinsère tout ça dans notre équation différentielle de départ qui nous disait y seconde plus 2y' plus 2y égale 10 cosinus 2x. Donc les deux premiers termes pour y seconde, les deux suivants pour 2y', les deux derniers pour 2y, le tout égal à 10 cosinus 2x. Une identification est à nouveau possible. Il se trouve que nous avons dans le membre de gauche une combinaison de cosinus et sinus, et à droite également. Mis à part qu'à droite, on a un coefficient 10 devant le cosinus et un coefficient 0 devant le sinus. En tout cas, nous devons identifier les coefficients du cosinus entre la gauche et la droite et du sinus entre la gauche et la droite. Alors, je les regroupe pour qu'on y voit un petit peu plus clair de cette façon-là. Donc, 4b moins 2a doit être égal à 10, et moins 2b moins 4a doit être égal à 0. Ça nous conduit rapidement aux solutions a égale moins 1, b égale 2, et donc yp prend la forme moins cosinus 2x plus 2 sinus 2x. Finalement, la solution générale de l'équation complète, YH plus YP, prend donc cette forme, au signe près dans l'exponentielle. Passons à l'exercice 2, où on nous demande dans un premier temps de résoudre l'équation différentielle qui apparaît. Alors, si pour YH maintenant il n'y a plus trop de surprises, pour YP il faut toujours faire attention à une identification possible. Nous avons cette fois-ci un polynôme du premier degré multiplié par une exponentielle. Et on a vu en cours que une forme YP pouvait être identifiée au même genre de fonction, c'est-à-dire un polynôme multiplié par une exponentielle, sauf que le degré du polynôme dépendra du fait que le coefficient présent dans l'exponentielle soit une racine ou pas du polynôme caractéristique qui est lié au membre de gauche de l'équation. Si moins 2 qui est dans l'exponentielle n'est pas une racine du polynôme caractéristique, alors on cherchera un polynôme de même degré que celui qui apparaît dans le membre de droite, c'est-à-dire du premier degré. Si moins 2 est une racine simple du polynôme, on augmentera d'un degré le polynôme à chercher à droite, et si moins 2 est racine double du polynôme de gauche, alors on augmentera de 2 degrés le polynôme à rechercher à droite, c'est-à-dire qu'on chercherait un polynôme du troisième degré. Donc on va voir ce qu'il en est pour les racines du polynôme caractéristique, et quoi qu'il en soit, pour la résolution de l'équation homogène, on doit rechercher les racines. Pour 4r² plus 5r plus 1, nous avons un discriminant strictement positif avec deux racines réelles qui sont moins 1 et moins 1 quart. Donc pour la future recherche de YP, on se rend compte tout de suite que moins 2 n'en fait pas partie. Le résultat est que YP pourrait être cherché comme un polynôme du premier degré fois exponentielle de moins 2x. Donc voilà évidemment la solution de l'équation homogène, et pour l'équation complète, on va donc faire cette recherche-là. Enfin, pour la solution particulière en tout cas. Cette fonction doit être dérivée une première fois et une seconde fois pour pouvoir être insérée dans l'équation E. Donc on prend son mal en patience, on dérive ce produit U fois V deux fois.
Y'P va donc apparaître sous cette forme, donc je vous laisserai par vous-même dériver une fois et deux fois la fonction en question. Et y seconde p prendra cette forme-là. J'insère donc y, y' et y seconde dans mon équation différentielle. Je simplifie un petit peu l'écriture. On s'aperçoit que les 4 termes de l'équation qu'on vient d'obtenir ont un facteur commun, exponentielle de moins 2x. On va donc simplifier par ce facteur. Et puis dans le membre de gauche, on va faire des regroupements. Tout ça nous conduit à ce qui vient de s'afficher, 7ax plus 7b moins 11a égale 14x moins 22. À nouveau, on identifie les coefficients de ces deux polynômes du premier degré. 7a doit être égal à 14. Donc on verra rapidement que a égale 2. Et 7b moins 11a doit être égal à moins 22, ce qui nous fera trouver la valeur de b assez rapidement. Et cas particulier ici, on tombe sur 0. a égale 2, b égale 0 sont les coefficients qui doivent absolument apparaître dans yp. Donc yp va prendre la forme 2x exponentielle de moins 2x. Voilà, pour terminer, la solution générale de l'équation différentielle de départ est yh plus yp, autrement dit, a exponentielle de moins x plus b exponentielle de moins x sur 4 plus 2x exponentielle de moins 2x. La deuxième question nous demande, parmi les fonctions qu'on vient de trouver, alors je reviens en arrière pour montrer qu'effectivement, tout en bas, on vient de trouver des fonctions et pas une fonction. Suivant les valeurs qu'on choisit pour les coefficients grand A et grand B, on aura telle ou telle fonction. Donc on nous demande de trouver finalement les valeurs de A et B qui correspondent à certaines caractéristiques dans la question 2, c'est-à-dire qu'il faut que la courbe de la fonction contienne le point O, autrement dit f de 0 égale 0, et qu'elle admette comme tangente en ce point la droite d'équation y égale 2x. En ce point, ça signifie en x égale 0, on veut une tangente d'équation y égale 2x. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le coefficient directeur de la tangente est le nombre dérivé de la fonction. Donc on veut que f' de 0 soit égal à 2. Le premier critère, f de 0 égale 0, nous fait conclure, puisque y est égal à la forme qui était donnée page précédente, si je remplace x par 0, j'obtiens a plus b plus 0, et ça doit être égal à 0. Donc a plus b doit être égal à 0. Le deuxième critère qui me dit que f' de 0 doit être égal à 2 m'impose de dériver y pour pouvoir parler de f' ou de y' de x. Je dérive rapidement ma forme y en moins a exponentielle de moins x, moins b sur 4 exponentielle de moins x sur 4, plus 2 exponentielle de moins 2x facteur de a moins 2x, ce dernier terme venant de la dérivée de 2x exponentielle de moins 2x, qui est une forme u fois v. En x égale 0, tout ça doit valoir 2. Sauf que si x égale 0, y' de 0 est égal à moins a moins b sur 4 plus 2. Donc si ça doit être égal à 2, c'est que moins a moins b sur 4 doit être égal à 0. Donc on va se retrouver avec un système simple en a et b. Premièrement, a plus b égale 0. Deuxièmement, moins a moins b sur 4 égale 0. Donc on tire rapidement la conclusion que a égale b égale 0. Donc la fonction qui avait été cherchée est en fait la plus simple possible. Parmi toutes les solutions y dont on voit la forme générale en haut de cette diapo, celle qu'on cherchait était la fonction d'expression f de x égale 2x exponentielle de moins 2x. Voyons l'exercice 3 où on repart sur le schéma du circuit RLC qu'on a déjà vu dans un exercice précédent. Un circuit RLC dans lequel la tension aux bornes du condensateur, celle aux bornes de la résistance, celle aux bornes de la bobine, peuvent être exprimées en fonction des caractéristiques des trois éléments électriques. Et donc je ne reviendrai pas sur tout le détail physique de ce qui nous occupe, mais la somme des trois tensions aux bornes des trois dipôles, puisqu'on a affaire à une boucle, cette somme est égale à 0. Alors ça nous a conduit à l'équation différentielle suivante, LQ seconde plus RQ' plus Q sur C égale à 0. Cette fois-ci, pour commencer l'exercice, on n'a pas d'application numérique. On va garder nos coefficients L, R et C dans une équation différentielle où l'inconnu est la fonction Q du temps,
qu'est-ce que c'est que Q, quand même, pour revenir à ça? C'est la charge électrique présente dans le condensateur, donc l'élément représenté à gauche dans le circuit, qui, à partir du moment où on ferme l'interrupteur sur la boucle, va changer. C'est-à-dire que le condensateur est chargé, Q de 0 égale Q majuscule, charge complète du condensateur. Si je ferme le circuit, je permets aux électrons de circuler, et donc les électrons vont effectivement circuler et faire varier la charge présente dans le condensateur. Donc un certain nombre d'électrons vont circuler dans le fil, et vont, à l'arrivée, équilibrer la charge du condensateur. C'est-à-dire que le nombre d'électrons présents sur une plaque et sur l'autre va devenir nul après un temps plus ou moins long. Donc Q est une fonction du temps. Alors, on remarque dans une première question que cette équation est linéaire et homogène. L'écriture de sa solution dépend du discriminant de son polynôme caractéristique. Discuter des trois situations différentes conduisant soit à un régime où Q de t ne change pas de signe étant vers 0, soit à un régime où Q de t est sinusoïdal amorti. On discutera généralement sans tenir compte de conditions initiales pour fixer les constantes. On admettra que ces dernières sont de même signe, au moins dans ce premier cas. Dans le premier cas. Bien. Alors, on sait effectivement que une équation linéaire homogène du second ordre et à coefficient constant peut conduire à trois cas de figure différents, suivant que le discriminant du polynôme caractéristique est strictement positif, strictement négatif ou nul. Donc on va faire les calculs correspondants. Le polynôme caractéristique est LR carré plus RC plus 1 sur C. Et pour qu'il soit égal à 0, donc pour trouver ses racines, on calcule delta, le discriminant vaut R carré moins 4 L sur C. Et donc, on se rend compte à ce stade que les valeurs relatives des différents composants, résistance, inductance, capacité du condensateur, vont faire en sorte que delta va se retrouver positif ou négatif, voire nul dans un cas particulier. Dans le premier cas, nous avons R supérieur à 2 racines de L sur C. Delta est strictement positif. Donc c'est le cas où la résistance a une valeur suffisamment importante pour freiner suffisamment les électrons, et on va voir ce que ça donne en termes de solution Q de t. Les deux racines, en employant la formule bien connue, moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a, prennent cette forme-là. Et ce qu'il faut remarquer tout de suite, c'est que ces deux racines sont positives. Négatives, excusez-moi. Lapsus. En effet, racine carrée de r carré moins 4l sur c est inférieure à racine carrée de r carré, donc inférieure à r. Autrement dit, R1, qui est manifestement négatif, ne pose pas de problème, mais même dans R2, moins R plus un nombre qui est inférieur à R reste négatif. D'autre part, Q de t prend la forme A exponentielle de R1t plus B exponentielle de R de t. On considérera, pour des raisons physiques qu'on ne justifiera pas ici, que les constantes A et B sont forcément du même signe toutes les deux. En fait, quelles que soient les conditions initiales du circuit, ça va se trouver de cette façon-là. Admettons qu'elles soient toutes les deux positives. J'ai donc deux constantes positives, A et B, qui multiplient chacune une exponentielle dont l'exposant est négatif, puisque R1 et R2 sont négatifs. Et donc la limite de Q de t quand t tend vers l'infini vaut 0. On a affaire à une exponentielle décroissante ou à une somme de deux exponentielles décroissantes, et donc un régime apériodique amorti. Qu'est-ce que ça veut dire pour Q de t? Ça veut dire que Q de t a une première valeur Q de 0 qui vaut Q majuscule, et que, une fois l'interrupteur fermé sur le circuit, le condensateur va se décharger progressivement avec des électrons qui sont tellement freinés qu'ils vont circuler difficilement, on va dire, dans le fil, et qu'ils ne vont pas venir recharger le condensateur dans l'autre sens en faisant une boucle dans le circuit. Voilà, la résistance est tout simplement trop forte pour permettre ce genre de cas de figure. Régime apériodique amorti. Le deuxième cas est complètement contraire. Si la résistance n'est pas suffisamment forte, alors les électrons vont circuler plus facilement dans la boucle,
et vont venir recharger le condensateur un petit peu dans l'autre sens, par rapport au sens de charge initial. Évidemment, une fois que le condensateur sera rechargé dans l'autre sens, les électrons auront tendance à se mettre à inverser leur sens de circulation, pour circuler donc dans l'autre sens dans la boucle, et venir recharger un peu le condensateur dans le même sens qu'initialement. Tout ça avec un amortissement, puisqu'il y a quand même une résistance dans le circuit. Alors, voyons ce que ça donne d'un point de vue des formules mathématiques. Delta est négatif. Les racines prennent cette forme-là, avec une partie réelle moins R sur 2L, et une partie imaginaire qui vaut I racine de moins delta. D'accord ? La racine carrée de delta avec delta négatif s'écrira I racine carrée de moins delta. Donc on choisira pour alpha, évidemment, moins R sur 2L. Constatons d'ailleurs que c'est une valeur négative. Et tant mieux, puisqu'alpha va se retrouver dans une exponentielle réelle. Quant à bêta, qui représentera donc la pulsation de notre signal, il aura une valeur constante qui est la partie imaginaire que l'on a sous les yeux ici. Q de t est donc de forme exponentielle de alpha t, a cosinus bêta t plus b sinus bêta t. Cette partie combinaison de cosinus et sinus nous assure qu'on a une composante sinusoïdale, donc périodique dans la fonction. Mais le fait de multiplier ça par une exponentielle dont l'exposant est négatif va faire que, au fil du temps, l'amplitude, on va dire, de Q de t va décroître. Donc nous avons un régime sinusoïdal amorti. Le troisième cas est un cas limite, celui de delta égale 0. On a une racine double à l'arrivée, qui est moins R sur 2L, que l'on retrouve systématiquement depuis le début de cette diapo. Moins R sur 2L, et on a, mathématiquement parlant, une solution générale de l'équation qui est sous forme exponentielle de RT, facteur de AT plus B, polynôme du premier degré. Alors, des résultats mathématiques qui s'appellent théorème de comparaison nous assurent qu'une exponentielle avec un exposant négatif, donc de moins quelque chose fois t, multiplié par un polynôme du premier degré, tend vers 0 lorsque t tend vers l'infini. On n'a ici aucun cosinus, aucun sinus, donc on n'a pas d'oscillation. Donc on est dans un cas limite du premier cas. Le premier cas, qui représentait un régime apériodique amorti, se retrouve graphiquement à peu près à l'identique dans le troisième cas. Régime apériodique amorti, on a une fonction strictement décroissante qui part de la valeur Q majuscule et qui va finir par tendre vers 0. Dans la deuxième question, on intègre une composante supplémentaire dans le circuit, à savoir un générateur de courant. Donc à la place de l'interrupteur, on place un générateur de courant, sinusoïdal ici, donc qui délivre une tension à ses bornes, U de t égale grand U sinus oméga t plus phi. Et donc, on force, si vous voulez, les électrons à circuler d'une certaine façon. Tout en, bien sûr, considérant le fait que le condensateur, de toute façon, va se décharger. Il ne va pas avoir tendance à conserver sa charge dans un sens, donc tous ces électrons d'un côté et rien de l'autre. Donc ça va avoir une influence sur la façon dont Q minuscule évolue dans le temps. Et pour notre équation différentielle, ça rajoute un terme. La loi des mailles dans la boucle qui nous occupe possède un quatrième terme qui est U sinus oméga t plus phi. En outre, on ajoute une application numérique cette fois-ci pour qu'on se retrouve dans un des trois cas de figure en particulier. Donc on donne une valeur de L égale 2, C égale 0,125, R égale 10, U majuscule égale 15 volts, amplitude du signal forcé, pulsation 0,02 Hz, seconde moins 1, et un déphasage phi de 0 radian pour simplifier. La forme générale des solutions de cette équation, c'est une équation avec second membre, donc elle est de type YH plus YP. Occupons-nous de YH. Le polynôme caractéristique prend cette fois-ci la forme 2R² plus 10R plus 8 et un discriminant de 64. Donc on est dans le premier cas où delta est strictement positif. Les deux racines valent moins 4,5 et moins 0,5 qui vont se retrouver dans nos deux exponentielles. Voilà, donc pour QH de t. Si
on avait un second membre égal à 0, on serait dans un régime apériodique amorti. Voyons maintenant ce que va nous imposer la présence de ce terme supplémentaire U sinus oméga t plus phi. On recherche une solution particulière de l'équation complète, et comme le second membre est un sinus, on va rechercher une combinaison de sinus-cosinus, en utilisant bien sûr l'application numérique. On doit, pour réécrire l'équation différentielle, avoir l'expression Q' et l'expression de Q seconde. Donc on va dériver ce QP de t une fois et deux fois. Encore une fois, il n'est pas très difficile de dériver un sinus et un cosinus, donc je passe le détail là-dessus. Je dis directement que notre équation va devenir ça. Donc 2 fois Q seconde, plus 10 fois Q', plus 8 fois Q peut être égal à 15 sinus 0,02t. On va réordonner un petit peu ça et identifier. Et après identification, on s'aperçoit que les coefficients qui doivent être présents devant sinus et cosinus dans Q indice P doivent prendre des valeurs que j'ai arrondies ici à un certain nombre de décimales. Donc j'ai choisi 4 chiffres significatifs pour la précision de petit a et petit b, 1,874 et moins 0,04685. Voilà, mais ça vient, comme dans les exercices précédents, de l'identification. D'accord ? Donc les coefficients du cosinus doivent être égaux à gauche et à droite. À droite, c'est 0. Et les coefficients du sinus doivent être égaux à gauche et à droite. À droite, c'est 15. D'où un petit système et d'où la recherche de petit a et petit b. On change d'exercice et on va s'apercevoir qu'on arrive à quelque chose de très similaire. Donc c'est un petit peu le pendant mécanique de ce qu'on vient de voir en électricité. Il s'agit d'une masse dont le mouvement est guidé par un ressort qui possède sa raideur, qui va donc opposer une force de résistance, et puis un amortisseur composé d'un cylindre et d'un fluide visqueux, qui va également opposer une certaine résistance au mouvement de la masse. Alors l'intérêt de faire ce circuit couplé, on va dire, c'est que le ressort et l'amortisseur ne réagissent pas de la même façon à une impulsion qui est provoquée. La force de réaction d'un ressort est proportionnelle à l'allongement du ressort, donc à ce qui s'appelle en gros X dans notre exercice. Alors qu'une force de viscosité, qui va être une viscosité cinématique ici, va être proportionnelle à la vitesse de la masse, donc à X', la variable étant bien sûr le temps dans notre exercice. D'où l'apparition dans l'équation différentielle qui est proposée d'un terme Kx', qui est donc directement lié à la force qui était due à l'amortisseur, et d'un terme 25x qui est directement lié à la force de rappel du ressort. En outre, nous avons un terme constant, égal 20, qui lui est lié à la masse même du ressort, donc à l'accélération de la pesanteur. Alors, finalement, puisqu'on est en mathématiques, on va s'affranchir des considérations, ou plutôt des explications physiques du pourquoi de l'équation différentielle, donc je n'en dis pas plus là-dessus. Nous avons à résoudre l'équation différentielle x seconde plus kx' plus 25x égale 20. En laissant un paramètre k qui dépend des caractéristiques de l'amortisseur et qui seront éventuellement à régler par la suite. Alors, l'équation homogène a un polynôme caractéristique, excusez-moi, qui est r carré plus kr plus 25 égale 0. Encore une fois, petite faute de frappe, j'ai écrit 10 à la place de k. Dans la première écriture, c'est bien sûr k, pour l'instant. Le discriminant vaut k au carré moins 100, et on va s'apercevoir à nouveau qu'il y a 3 cas de figure possibles. Le premier cas, delta est strictement positif, ça signifie k est supérieur à 10. K est une constante positive dans notre cas physique. Si delta est strictement positif, on se retrouve sur un régime apériodique amorti. Donc c'est exactement comme ce qui pouvait se passer au niveau de notre circuit électrique dans l'exercice précédent. Les deux racines vont s'exprimer sous cette forme-là. On remarque, comme précédemment, qu'elles sont toutes les deux négatives, puisque dans R2,
la racine de k au carré moins 100 est inférieure à la racine de k au carré, donc est inférieure à k, et donc moins k plus ce nombre divisé par 2 reste négatif. Nous avons donc pour la solution x indice h une combinaison linéaire de deux exponentielles de forme exponentielle de moins quelque chose fois le temps, c'est-à-dire un signe moins devant le temps, et donc quelque chose qui tend vers 0 à l'arrivée. Si delta est égal à 0, ce qui signifie k égale 10, alors on a une racine double, R0 égale moins 5. Et nous avons la solution classique exponentielle de moins 5t à t plus b. Delta est strictement négatif serait provoqué par un coefficient k compris entre 0 et 10. À ce moment-là, on a des racines complexes qui valent moins k plus ou moins i, racine carrée de moins delta, donc 100 moins k carré, divisé par 2. On se retrouve bien sûr dans un régime périodique amorti cette fois-ci, avec une exponentielle de moins k sur 2t qui va tendre vers 0 lorsque t tend vers l'infini, et qui est facteur d'une fonction périodique dont la période est aisément déterminable, puisqu'on a la pulsation du signal devant les yeux, 1/2 de racine de 100 moins k carré. Question 2, dans la suite, on prendra la valeur k égale 10. Alors cette fois-ci, on fixe k à 10, et donc notre équation devient x secondes plus 10x' plus 25x égale 20. On est dans une situation delta égale 0. Donc x indice h vaut exponentielle de moins 5t, facteur de at plus b. Et cette fois-ci, on résout l'équation complète en cherchant une solution particulière constante, puisque le second membre de l'équation différentielle est une constante. Une solution particulière constante a une dérivée nulle et une dérivée seconde nulle. Donc il va être très facile de déterminer la valeur de c. L'équation va devenir 25c égale 20. Donc c est égal à 20 sur 25, c'est-à-dire 0,8. Finalement, x de t vaut xh plus xp, c'est-à-dire exponentielle de moins 5t à t plus b, plus 0,8. Alors, on cherche maintenant à déterminer des valeurs des constantes a et b qui correspondent à certaines conditions initiales. On veut qu'à l'instant t égale 0, la longueur du ressort soit de 0,4 et que la masse m soit au repos. La première information nous dit que x de 0 doit être égal à 0,4. La deuxième information nous dit que la vitesse de la masse, donc x' de 0, à t égale 0, doit être égale à 0. C'est-à-dire que la masse est lâchée à vitesse nulle au départ. Alors, x' de t, au fait, je dérive la forme que j'ai obtenue au-dessus, vaut exponentielle de moins 5t, facteur de moins 5at, moins 5b, plus 1. Les conditions initiales maintenant, donc la première était x de 0 égale 0,4, ce qui impose à b d'être égal à moins 0,4. La deuxième me dit x' de 0 doit être égal à 0, ce qui, connaissant la valeur de b, va nous donner la valeur de a à moins 2. Et donc on a une solution générale qui va être celle-ci. Je passe rapidement à l'exercice suivant. On a deux exercices un peu plus atypiques pour finir. Le premier nous donne l'équation différentielle f' de x égale 1 plus f de moins x. Donc il faut être très vigilant quand on a une écriture de type f de moins x, on ne sait pas directement résoudre cette équation différentielle. F de moins x, ça n'est pas f de x. Ça n'est pas non plus moins f de x. La fonction f n'est pas censée être paire ou impaire au départ, elle peut être complètement quelconque. Donc on ne peut pas faire de changement directement. Qu'est-ce qu'on nous demande? Dans ce cas de figure, il va falloir bien suivre l'énoncé. On nous demande de dériver l'équation de départ et montrer qu'elle conduit à f seconde de x plus f de x égale moins 1. Si je dérive l'équation de départ, le membre de gauche devient effectivement f seconde de x. Le membre de droite possède un terme constant, 1, qui va donner 0, et un deuxième terme qui est f de moins x. Quelle est la dérivée par rapport à x de f de moins x? La dérivée de f de u, c'est u' fois f' de u. Donc la dérivée de f de moins x, ça va être moins 1 fois f' de moins x.
Donc je vais obtenir f seconde de x égale moins f' de moins x. Or, je savais aussi que l'équation de départ me disait que f' de x était égal à 1 plus f de moins x. Qu'est-ce qui se passe si, dans l'équation de départ, je remplace x par moins x? L'équation de départ me dit f' de moins x est égal à 1 plus f de x. Je vais m'empresser de faire ce remplacement dans ce que je viens d'obtenir. F seconde de x est égal à moins f' de moins x, donc est égal à moins, entre parenthèses, 1 plus f de x, tout simplement. Et on obtient à l'arrivée ce qui était demandé dans la question 1, f seconde de x plus f de x égale moins 1. Donc on va résoudre cette équation différentielle, et cette fois-ci on retombe sur quelque chose d'assez simple dans les équations du second ordre. D'abord l'équation homogène, son polynôme caractéristique est r carré plus 1, qui possède des racines imaginaires, qui sont i et moins i. Donc on a une partie réelle égale à 0, alpha égale 0, une partie imaginaire bêta que je peux choisir à 1. D'où la forme f indice h qui est a cosinus x plus b sinus x. Cherchons maintenant une solution particulière de l'équation. Le second membre est une constante, je recherche une solution constante. f de x tout seul égale moins 1 fait très bien l'affaire dans mon équation différentielle. Donc, une solution générale pour f de x dans cette équation est a cosinus x plus b sinus x moins 1. Alors là arrive un petit souci, c'est que l'équation différentielle initiale a été dérivée. Et ça peut être un problème. C'est-à-dire que, au lieu de dire qu'une fonction est égale à une autre, c'était le cas posé au départ, je suis parti de l'écriture, la dérivée de la première est égale à la dérivée de l'autre. Mais les solutions de cette seconde équation ne sont pas forcément toutes des solutions de la première. Ce n'est pas parce que deux fonctions dérivées sont égales que les fonctions primitives le sont également. Elles vont l'être à une constante près. Donc, on ne serait pas rigoureux du tout et on se tromperait lourdement si on affirmait que les fonctions f qu'on vient de trouver sont les solutions de l'équation E initiale. D'où la question 3. D'abord, si u de x égale v de x, alors u' égale v'. Ça, d'accord. La réciproque est-elle vraie? C'est la remarque que je suis en train de faire. Si u' égale v', est-ce que ça veut dire que u égale v? Non. Évidemment, il y a une constante d'intégration qui peut intervenir. U n'est pas forcément égal à v. U peut être égal à v plus k. Et donc, ça implique que l'équation E implique l'équation f. E a été dérivée en f, mais f n'implique pas E. Les solutions de E sont toutes des solutions de f, ça on en est sûr, mais des solutions de f ne sont pas forcément solutions de E. Alors, je vous laisserai réfléchir là-dessus, et si vous voulez quelques précisions, vous pourrez me poser la question dans les commentaires. Auquel cas, je serai un petit peu plus clair là-dessus. Je ne veux simplement pas allonger trop la durée de la vidéo. La question est, à quelles conditions une solution de l'équation f vérifie-t-elle l'équation E? Alors ça va être plutôt facile à déterminer, puisqu'il suffit de tester les solutions de f dans l'équation E, et de voir à quelles conditions une solution de f vérifie l'équation E. Je veux absolument déterminer des constantes a et b, ou des caractéristiques sur les constantes a et b, pour que a cosinus x plus b sinus x moins 1 puisse vérifier l'équation E que j'ai affichée à nouveau en bas. Donc je vais tout simplement reprendre les fonctions qui sont ici et les replacer dans cette équation pour voir ce que ça implique sur mes constantes a et b. f de x vaut a cosinus x plus b sinus x moins 1. f' de x vaut alors moins a sinus x plus b cosinus x. Pour l'équation E, j'ai aussi besoin de f de moins x. Donc je vais l'écrire. f de moins x, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est a cosinus moins x, donc a cosinus x, qui se retrouve ici, plus b sinus moins x, qui devient moins b sinus x,
et moins 1. Mais moins 1 va venir se simplifier avec le 1 qui était déjà présent dans l'équation. C'est pour ça qu'on ne retrouve plus rien ici au bout. Donc mon équation me dit finalement que a cosinus moins x plus b sinus moins x doit être égal, pour tout x évidemment, à a cosinus x moins b sinus x. Le premier terme vaut finalement a cosinus x. Le second vaut moins b sinus x. D'accord? C'est ce que j'en déduis. Tout ce que je vois pour que l'équation fonctionne, c'est que a doit être égal à b. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, moins a sinus x doit être égal à moins b sinus x, dans le même temps que b cosinus x doit être égal à a cosinus x. A est égal à b. Mais encore, si vous voulez un peu plus de détails, dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de détailler tout ça. Donc, une fonction f peut être solution de l'équation E, à condition que a soit égal à b. Donc les solutions de E ressemblent à ça. On avait justifié au-dessus que les solutions de E étaient toutes de la forme des solutions de f, mais n'étaient pas toutes les solutions de f. Donc on est sûr que pour l'équation E, il n'y a pas d'autre forme de fonction qui puisse être solution à part celle-ci. L'exercice 6 commence très classiquement. Équation différentielle du second ordre, un polynôme du second degré à droite, on cherchera yp sous la forme d'un polynôme du second degré. Donc je passerai rapidement sur l'équation homogène. J'ai une racine double ici, r égale 1, donc un YH sous cette forme-là, ax plus b puissance x. Pour l'équation complète, solution particulière, identification à un polynôme du second degré, y égale x carré plus bx plus c, y' est égal à 2ax plus b, y seconde égale 2a. Mon équation se traduit donc en 2a moins 4ax moins 2b égale, plus ax carré plus bx plus c égale x carré. J'identifie mes coefficients. A doit être égal à 1. B moins 4a doit être égal à 0. Ça, c'est le coefficient de x. Et 2a moins 2b plus c doit être égal à 0. Terme constant. On arrive rapidement à petit a égale 1, petit b égale 4, petit c égale 6. Et donc y égale x carré plus 4x plus 6. La forme générale des solutions est donc ax plus b exponentielle de x plus x carré plus 4x plus 6. Gardons ça de côté. On cherche maintenant dans la question 2 à résoudre l'équation différentielle xy seconde plus 2 facteurs de 1 moins xy' plus x moins 2 facteurs de y égale x carré moins 6. Alors, ce dernier exercice du dernier TD du chapitre est l'occasion de voir une équation du second ordre à coefficient non constant. Pour résoudre ces équations, on a toujours la possibilité de créer un changement de variable qui va nous ramener à une équation à coefficient constant. Là, bien sûr, vous serez guidé par l'énoncé qui vous dit on va procéder au changement de variable u égale xy. On va s'occuper de l'équation homogène associée à l'équation E1. Donc on oublie x carré moins 6. On va remplacer xy par u. Et effectivement, on s'aperçoit que xy apparaît dans le troisième terme de l'équation en développant x-2 facteur de y. Et on va voir de quelle manière u' et u seconde vont apparaître, le tout étant de les écrire. Donc pour l'équation homogène, si je note u égale xy, donc c'est un produit de deux fonctions, la dérivée va être égale à 1 fois y plus x fois y', et la dérivée seconde va être égale à y' plus 1 fois y' plus x fois y seconde. Donc 2y' plus xy seconde. Autrement dit, je pourrais remplacer 2y' plus xy seconde par u seconde. Et il se trouve que ça tombe bien dans mon équation différentielle. On voit 2y' plus xy seconde. Donc tout ça va être remplacé par y seconde. On voit aussi moins 2xy' en développant, moins 2y.
Donc moins 2 facteur de xy' plus y. Or, xy' plus y n'est rien d'autre que u'. Bref, on va réussir à simplifier notre équation différentielle parce que le changement de variable proposé était le bon. L'équation différentielle va devenir, pour la fonction u, u seconde moins 2u' plus u égale 0. Équation différentielle qui est la même que l'équation homogène du début de l'exercice, avec une racine double qui est égale à 1. Et donc une forme u indice h qui vaut ax plus b e puissance x. Mais u était égal à xy, donc y est égal à u sur x, donc yh est égal, dans l'équation E1h, à a plus b sur x, e puissance x. Reste à trouver une solution particulière de l'équation E1. Et là, évidemment, on a besoin d'être informé par l'énoncé, et heureusement, l'énoncé nous dit, vous prendrez un polynôme du premier degré. Très bien. Alors, posons y égale ax plus b, a et b en minuscule cette fois-ci pour ne pas confondre avec les autres constantes. Si y est égal à ax plus b, donc là j'ai sauté quelques détails, alors y' égale petit a et y seconde égale 0. Je remets tout ça dans l'équation différentielle E1, et voilà ce que devient E1. Après simplification, deuxième étape ici, on obtient ax carré plus b moins 4ax plus 2a moins 2b égale x carré moins 6. L'identification des coefficients nous donne très facilement petit a égale 1, b moins 4a égale 0, mais comme a égale 1, ça veut dire b égale 4, et 2a moins 2b doit être égal à moins 6. Ce qui est vrai, effectivement, si a égale 1 et b égale 4. Donc tout va bien, yp existe, et yp est égal à x plus 4. On a donc une solution générale de l'équation différentielle E1, qui était pourtant un coefficient non constant, mais qu'on a pu déterminer. Y est égal à a plus b sur x, e puissance x plus 4. Voilà, je vous remercie de votre attention, et j'attends vos questions, j'espère nombreuses, dans l'espace des commentaires. Merci à tous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.